Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau chapitre de Retro Movies. Après une petite pause, on va dire, sur la chaîne, pour bientôt vous retrouver avec de nouvelles émissions, notamment en live, pour un spécial réalisateur à nouveau, puisque c'est une des émissions récurrentes de la chaîne, qui consacrera une émission en deux parties sur l'un des plus grands cinéastes du cinéma de genre américain que les années 70-80 ont pu nous donner, même 90, on va dire, puisque il a arrêté sa carrière, on va dire, début des années 2000, en la personne de John Carpenter. Mais nous y reviendrons en temps et en heure, mais pour l'instant, je vais revenir pour la présentation d'un film tout simplement magique, un bijou du cinéma espagnol, je vais dire. Le cinéma espagnol, c'est un cinéma aussi qui, dans les années 70, a beaucoup compté, en tout cas dans le cinéma de genre, le genre en tout cas poétique, fantastique, puisque le film dont je vais parler ce soir, L'Esprit de la Ruche, est un film, on va dire, qui s'illustre, on va dire, dans une veine tout à fait réaliste, puisque l'histoire se déroule pendant la guerre en 1940, donc pendant justement l'Espagne franquiste, et donc c'est un film qui va faire appel à des éléments notamment on va dire très ancrés dans une certaine à travers l'esprit d'un enfant, puisque c'est un film sur l'enfance, l'imaginaire en tout cas de l'enfance. Et voilà, c'est pour moi l'occasion de vous présenter des pépites, en tout cas oubliées du cinéma de genre. En tout cas en Espagne, il y a eu vraiment des films incroyables. J'avais parlé sur cette rubrique Retro Movies, donc j'avais parlé d'un chef-d'œuvre de l'épouvante horrifique avec Les Révoltés de l'an 2000, qui peut tuer un enfant, de Narciso Serrador. Et là, j'avais envie de vous parler d'un film totalement différent, mais encore une fois, considéré comme un véritable film culte pour les connaisseurs, mais qui intéressera non seulement, je pense, je dirais tout type de public, hein, parce que c'est pas un film, c'est un film vraiment qui se regarde avec l'œil d'un enfant justement, mais l'œil d'un adulte également qui retombe en enfance quelque part, puisque ça fait appel, on va dire, à notre imaginaire, à ce qui peut nous marquer en étant enfant. Et L'Esprit de la Ruche, c'est ça, c'est un film vraiment qui fait appel, je dirais, à une certaine sensibilité, qui véhicule des émotions très vive d'un point de vue regard sur l'enfance, à travers justement le portrait d'une petite fille jouée par l'excellente, déjà très douée pour son âge, qui avait ici 7 ans, Anna Torrent, qu'on retrouvera là, le film a été réalisé en 73. On retrouvera donc dans un sublime autre film que j'adore, de Carlos Saura cette fois, un drame intimiste qui s'appelait donc Cria Cuervos, sur lequel je reviendrai. Voilà, donc L'Esprit de la Ruche, El Spiritu de la Colmena, donc réalisé par Victor Erice, hein, dont c'est, je veux dire, le film le plus connu, puisque ce réalisateur a fait très peu de films, il en a fait 5 au total, mais c'est son film vraiment le plus, comment dire, reconnu, en tout cas de la part de la critique évidemment, et puis de la part de ceux qui l'ont passé au statut de film culte parce que c'est un des plus beaux films sur l'enfance, justement avec Cria Cuervos, qui a été réalisé dans un état d'esprit, on va dire, très proche de ce que, comment dire, on peut porter comme regard sur l'imaginaire, en tout cas que l'enfant, le portrait d'un enfant peut justement créer à travers justement une époque où, on va dire, elle essaie de s'évader vers autre chose, puisque l'histoire de cette petite fille commence dans un petit village, hein, d'Espagne, de l'Espagne profonde, on va dire, qui se déroule dans un petit village, et donc le film tourne autour de cette petite fille nommée Anna, et arrive une sorte de cinéma itinérant qui fait découvrir des films aux gens du village. Et cette petite Anna va être avec sa sœur conviée à la projection d'un film mythique du fantastique, qui n'est autre que le Frankenstein original, hein, celui de 1931 de James Whale avec Boris Karloff. Et quand elle va découvrir ce film, elle va être complètement happée, fascinée par le personnage de Frankenstein, ou plutôt, pardon, du monstre de Frankenstein, puisque Frankenstein, je le rappelle,
c'est bien sûr le docteur qui a créé le monstre et non pas le monstre lui-même. Donc le long métrage explore, je dirais, également la vie familiale et scolaire de cet enfant, avec ses parents qui sont un peu, je dirais, ici des personnes qui sont un peu eux aussi, on va dire, pas vraiment qui ne répondent pas vraiment aux attentes de leurs deux filles, parce qu'ils sont un peu dans leur... la mère et le père sont un peu, je dirais, chacun dans leur monde. Bon, bien sûr, ils élèvent leurs enfants, mais elles sont plutôt vouées elles-mêmes dans ce village, dans cet endroit assez isolé, désertique en fait, où elles habitent, et qui montre donc vraiment, avec l'arrivée de ce cinéma itinérant, le portrait donc envoûtant de la vie intérieure d'une enfant après la projection de Frankenstein, qui va la marquer, la tourmenter, lui faire euh, vraiment lui faire se poser des questions. Et c'est un film très beau, très touchant, très subtil en tout cas sur l'image que peut les laisser en tout cas sur fond de guerre, en plus que ça se passe dans les années 40, hein, début de la guerre. Donc c'est pendant la dictature de Franco, quoi. Et bon, on voit la guerre est vraiment en arrière-plan, hein, dans ce film, mais c'est un moment, en fait, l'esprit de la ruche, c'est aussi un moment d'évasion pour nous montrer un peu le portrait, mais vraiment assez touchant de cette petite fille qui vit avec sa sœur, qui est isolée, on va dire, dans son monde intérieur, on va dire, et qui va après la projection du film Frankenstein, voir qu'elle est complètement, comment dire, en train de découvrir quelque chose qui émerge au fond d'elle, c'est-à-dire elle pense que le monstre existe et qu'il est représenté justement quelque part, qu'il va apparaître en fait. Je veux pas en dire trop parce que même si le film, j'ai pas envie de spoiler en tout cas pourquoi elle va s'imaginer en tout cas que le monstre existe, et donc on va alterner vraiment entre la réalité et justement l'imaginaire, et c'est ça qui est subtilement intéressant dans l'esprit de la ruche, c'est que le réalisateur arrive à vraiment donner, on va dire, une vision à la fois réaliste d'une époque, d'un contexte, hein, de ce film sur fond d'une dictature, hein, celle de Franco, et en même temps, mais alors, ça c'est vraiment en arrière-plan, hein, c'est vraiment, on resitue l'époque, on connaît l'époque, mais le film se sert en tout cas d'un contexte réaliste pour montrer le portrait d'une enfant avec sa sœur, qui a aussi un rôle, on va dire, secondaire, mais quand même qui joue aussi, qui influence beaucoup quelque part c'est-à-dire que Anna Torrent, qui joue la plus petite, est beaucoup influencée par sa sœur également dans ce qu'elle lui dit, lui raconte sur l'image de ce monstre. Et donc Claude, ça va la travailler, enfin, donc le personnage de Anna, la petite Anna, ça va vraiment la travailler. D'ailleurs, elle s'appelle comme dans la vraie vie. Anna Torrent, c'est le personnage de la petite Anna. Et donc ça va la travailler et vraiment à un point qu'elle va s'imaginer que le monstre finalement peut rejoindre la réalité, et donc elle va le rencontrer. Alors c'est un film très poétique, comme je dis, qui aborde ici, je dirais, l'angle plutôt effrayant justement du monstre en une version poétique en fait de Frankenstein, ou du monstre de Frankenstein, puisque donc elle va l'imaginer sous une autre notre aspect, ce qui donc renforce la poésie du film en le rendant le monstre beaucoup plus beau, quoi, plus profond, puisque elle est marquée dans une des séquences du film Frankenstein, quand Frankenstein par faute, non parce que c'est pas ce qu'il souhaite, mais avec sa force il ne se rend pas compte. À un moment donné, il y a une scène avec une petite fille qu'il tue, on va dire, sans le vouloir en fait. Et la petite Anna va se demander pourquoi il a tué la petite fille, le monstre, alors qu'il avait l'air gentil. Et en fait, le monstre a tué la petite fille parce que sa force est tellement surhumaine qu'il ne se rend pas compte justement de sa force, et que voilà, c'est ce qui fait que donc, sans le vouloir, il tue la petite fille, voilà, et en la serrant dans ses bras, je crois. Et donc Anna, le personnage d'Anna, donc elle va donc avoir une fascination en tout cas pour le personnage du monstre de Frankenstein, qu'elle va essayer dans son imaginaire en tout cas à recréer, pour quelque part le
le voir de toute pièce devant elle. Donc j'en dis pas plus par rapport à ça, parce que c'est ce qui fait que le film contient un certain suspense, puisque comme je vous dis, il alterne entre l'imaginaire de l'enfant, de son imaginaire à la gamine torturée, plus le côté réaliste. Voilà, le film véhicule donc, par son intrigue et ses thématiques, un travail sur l'image vraiment qui est magnifique, le traitement assez claustrophobique du son également, puisque ici tout est très euh, il y a beaucoup de silence, de chuchotements, de murmures, soulignés parfois par des sons d'horloge, de montres, et surtout la musique de Luis de Pablo, hein, qu'on entend d'ailleurs en fond musical, qui est à la fois une comptine pour enfants et voilà, et une sorte de ritournelle obsédante, etc. Voilà, le film aussi donc joue vraiment comme des tableaux en fait. Les images sont vraiment, c'est un film contemplatif, mais en même temps très fascinant. En tout cas, moi, il m'a vraiment touché par ce côté vraiment côté pictural quelquefois dans les images, dans la beauté des images, sur ces plans très travaillés, vous voyez, de ces lignes de fuite à travers les paysages qu'on peut voir tout au long du film. Et donc le réalisateur Victor Harris fait une peinture tout en clair-obscur, je dirais. Et moi je trouve qu'il réalise un travail assez étonnant sur les couleurs et les éclairages. Et voilà. Et donc cette ambiance, je dirais, quasi onirique, hein, qui a beaucoup de tonalités assez jeunes, de teintes un peu ocre, voilà, donne une sorte de densité, je dirais, particulière, étrange, en tout cas, à l'histoire. Voilà. Moi, c'est un film qui a beaucoup de qualité esthétique. Voilà, c'est ça qui est important. Au-delà d'un scénario que je trouve parfaitement écrit, touchant à travers, comme je dis, le regard sur qu'on peut porter à travers l'imaginaire de l'enfance. Voilà. Et donc justement, les qualités esthétiques sont au service de l'univers imaginaire que l'enfant recrée pour échapper à la tristesse et à la douleur de la réalité. Ce qui me fait penser également le propos du film donc de Del Toro, Guillermo del Toro, le sublime Labyrinthe de Pan, qui reprenait un peu le même schéma d'une façon très différente et beaucoup plus violente. Rien à voir quand même avec l'esprit de la ruche. Puisque dans le film de Del Toro, il n'y avait pas vraiment de poésie, il y avait plutôt un côté réaliste très sombre, et puis un imaginaire torturé de la gamine dans le film Labyrinthe de Pan, mais en même temps qu'il appelait à être, on va dire, dans une autre réalité, une princesse. Voilà, donc c'est l'histoire d'un petit village espagnol, ce petit village espagnol qui paraît mortifère, qui est étranglé, comme je l'ai dit, sur fond de guerre par le régime franquiste. Voilà, donc on peut dire aussi par rapport aux parents que c'est une famille plutôt absente, entre une mère qui est assez fantomatique, qui est préoccupée par écrire des lettres à un amant imaginaire, un père désabusé qui justement lui est occupé par ses ruches, puisque donc là on rejoint le titre l'esprit de la ruche. Euh, voilà, donc c'est ce qui est frappant dans ce film, c'est la force imaginative de l'enfance qui n'ont pour moi n'ont jamais été aussi vraiment bien suggérés par le seul pouvoir, je dirais, aussi de la mise en scène, euh, euh, à travers le regard des enfants qui est vraiment mis en valeur. Et voilà, et pour ça, c'est un film qui est touchant, qui baigne dans cette atmosphère étrange et envoûtante. Voilà, donc dans un village perdu, vous voyez, au cœur de la Castille. Voilà. Et donc cet événement qui bouleverse le monde, le petit monde, on va dire, d'une gamine, en fait, la projection de Frankenstein de 1931 avec Boris Karloff. Voilà, donc c'est un film absolument merveilleux et poétique, que j'invite vraiment à découvrir, L'Esprit de la Ruche. Très franchement, si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, moi je vous invite vivement à le découvrir, parce que ça fait partie de ces petites pépites dont on ne parle plus aujourd'hui dans le cinéma actuel. Enfin, en tout cas, ça fait partie des pépites qu'on. Justement, je crois qu'il existe en DVD le film, mais je suis même pas sûr qu'il soit porté en Blu-ray. En plus, je pense qu'il est plus à la vente aujourd'hui depuis très longtemps. Il a dû sortir d'une édition à un moment donné. Moi, j'ai eu la chance de le trouver à sa sortie, et c'est là en plus que je l'ai découvert. Je l'ai découvert il y a quoi, 4-5 ans, alors que le film date de 73. Donc vous voyez, il y a toujours un plaisir de replonger dans ces années. C'est pour ça que j'adore vous parler de films rétro, parce qu'il y a vraiment des chefs-d'œuvre qui ont existé dans le cinéma et qui nous font découvrir une image, mais alors vraiment incroyable je veux dire, de ce qu'on pouvait donner comme force
de caractère à certains personnages à travers des histoires absolument vraiment pleines d'imagination. Euh, donc L'Esprit de la Ruche est un film très original aussi. Je vous l'ai dit, c'est un film qui est assez lent pourtant, hein, qui n'est pas... Il y a très peu d'action, mais c'est un film qui est vraiment qu'il faut se laisser porter par le récit, par justement l'importance que donne le réalisateur aux enfants dans ce film, et à travers on arrive à s'y attacher. Alors surtout à la petite Anna, qu'on pourrait prendre presque pour euh, quelque part pour celle qui va en fait, c'est vraiment l'héroïne du film, hein. C'est elle qui tout part d'elle en fait, de sa vision du film et ensuite de ce qu'elle va imaginer à travers justement les événements d'après qui vont faire qu'après avoir vu Frankenstein, elle va découvrir une sorte d'autre monde qui fait appel donc à ce que son imaginaire en tout cas peut créer devant elle. Et attention, c'est pas un film, on est en 73, il n'y a pas d'effets spéciaux. Non, c'est le film bascule quelque part aussi dans le fantastique par un côté très simple, très simpliste dans l'insolite. Je veux dire, attention, c'est pas un film avec des effets spéciaux et tout, on n'en est pas là. C'est un film qui justement suggère plus qu'il ne montre, mais en tout cas il le fait avec vraiment beaucoup de classe, de poésie comme j'ai dit et d'intelligence, puisque Anna, son obsession c'est de rencontrer le monstre de Frankenstein. Donc j'en dis pas plus, mais vous verrez que il se passe des choses à ce niveau-là. Voilà, donc L'Esprit de la Ruche, film absolument magnifique, encore une fois qui prouve la beauté du cinéma espagnol, qui savait s'emparer de sujets vraiment comme l'imaginaire enfantin. Voilà, un film qui peut susciter quelque chose de beau et de sombre en même temps, à travers les yeux d'une enfant. Voilà, donc c'est un film assez qui, moi m'a laissé un impact, une sorte de fascination. Voilà, donc et l'idée je la trouve géniale, quoi. L'idée de montrer ce que l'impact que peut avoir un film fantastique, horrifique comme Frankenstein sur les yeux d'une enfant. Voilà, donc un film magique et unique, où j'en révélerai pas davantage pour vous laisser le plaisir, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, de le découvrir et de vous en faire votre propre avis. Faut se laisser porter, comme je l'ai dit, par la force des images, l'intelligence du récit, que je trouve d'une richesse assez inouïe quand même dans le propos. Voilà. Donc, comme je dis, tout le principe du film réside sur ce parallèle entre l'imaginaire que s'invente donc Anna et la réalité du monde adulte. Voilà. Voilà, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous pouvez encore le trouver, possible en DVD. Voilà, ou alors peut-être sur des plateformes de streaming, mais plus des plateformes du style, je dirais, spécialisées comme par exemple Filmo TV. Il y a des chances, ou peut-être Amazon ou Shadows. Voilà, donc merci de m'avoir écouté donc sur ce nouveau chapitre de Retro Movies. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Retro Movies et puis donc un prochain live à venir sur la chaîne Attention ça tourne. N'oubliez pas de visiter donc la chaîne, de laisser un petit pouce bleu pour faire connaître la chaîne, d'en parler autour de vous si possible pour tous ceux qui aiment le cinéma et qui veulent le faire connaître. Même les novices, hein, pas tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Et puis vous avez toujours aussi, n'hésitez pas à aller sur mon blog, les chroniques d'Atreyu. Voilà, vous pouvez trouver le site bien sûr avec les liens qu'il y a sous la vidéo, sous l'enregistrement de cette vidéo. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Je reviendrai donc très bientôt pour un nouveau chapitre de Retro Movies. Bye bye.